Merci pour votre confiance et fidélité à la chaîne mère. Il est 13h à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Le FMI salue la résilience économique du Mali et prône des réformes. Selon les projections du fonds, notre pays pourrait atteindre une croissance de 5% en 2025 et 5,4% en 2026. Le Mali et le Sénégal ensemble pour mettre en œuvre le programme de renforcement de la résilience des populations des zones frontalières. La volonté commune est de faire de ce programme un levier de transformation positive des territoires respectifs. Elles sont considérées comme une couche à part dans la société. Les personnes atteintes de l'albinisme souffrent du rejet à cause de la couleur de leur peau et leur insertion dans la vie professionnelle reste une lutte permanente depuis des années. Leur cri de cœur dans cette édition à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Les échanges de tirs entre Israël et l'Iran s'intensifient et les victimes se comptent par dizaines. Les deux pays sont-ils au bord de la guerre totale? Les derniers développements de cette actualité brûlante avec Mohamed Sangaré qui sera en direct dans cette édition. Le championnat national de football Ligue 1 referme ses portes ce dimanche. Le Stade malien de Bamako, champion 2025, reçoit son trophée à l'issue de la 26e et dernière journée. Coup d'envoi hier de la première Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Dans le rendez-vous hebdomadaire de la santé, gros plan sur le service néonatologie du centre de santé de référence de la commune 6. Avec une capacité de 35 lits, il s'occupe des pathologies qui affectent les bébés dès leur naissance. Vous êtes guidé en fin d'édition avec Koumba Sissi. Et c'est tout pour le titre. Une bonne nouvelle pour ouvrir cette édition. Le FMI salue la résilience économique du Mali et prône des réformes. Au terme d'une mission de consultation conduite à Bamako du 9 au 13 juin 2025, le FMI se réjouit du maintien de la croissance et de la maîtrise du déficit malgré un contexte difficile. Les projections du fonds tablent sur une croissance de 5% en 2025, une croissance qui pourrait atteindre 5,4% en 2026 à condition que les activités minières reprennent à plein régime et que les aléas climatiques soient contenus. De l'économie à la religion, les évêques du Mali sortent de leur mini-session avec cette mise au point. Le Mali nouveau se construira aussi avec la conversion des cœurs et l'engagement de chacun. Ils étaient réunis pendant 2 jours à l'archevêché de Bamako pour débattre de la situation de l'enseignement catholique, de la migration ainsi que de la paix et de la sécurité au Mali. Retour sur la cérémonie de clôture avec Fademba Keïta. Face aux nombreux défis qui minent la bonne marche des activités spirituelles et socio-économiques, il est souvent nécessaire, comme le recommande le Seigneur Jésus-Christ, d'organiser des petits espaces de réflexion ponctués de prières ou d'imploration. Cette mini-session des évêques du Mali, tenue dans le cadre des missions de la conférence épiscopale, s'inscrit dans ce cadre. Les 2 jours d'échange leur ont permis d'aborder les questions urgentes et essentielles pour l'orientation de la mission pastorale confiée à l'Église catholique. Cette mini-session constitue des cadres de réflexion collectifs aux défis majeurs. Monseigneur Jonas Dembélé, évêque de Caille, président de la conférence épiscopale du Mali. La paix et la sécurité, les questions liées à la jeunesse et aux migrations, la mission prophétique de l'Église dans des contextes politiques fragiles, la protection des personnes vulnérables, notamment les enfants. Les évêques du Mali estiment que c'est dans la symbiose avec leurs frères musulmans qui viennent de passer une bonne fête de Tabaski, ponctuée de sollicitations du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'un engagement collectif reste impératif pour un avenir de paix. Les évêques du Mali réaffirment leur volonté de rester aux côtés du peuple malien dans sa quête de justice, de dignité, de réconciliation et de cohésion nationale. Dans un contexte national difficile, marqué par des crises multiformes, les évêques tiennent à redire à chaque Malienne et chaque Malien que l'espérance est non seulement possible, mais indispensable. Le Mali nouveau ne se construira pas uniquement par les décisions des responsables du pays, mais par la conversion des cœurs et l'engagement de chacun à œuvrer pour un avenir meilleur. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes apprécie leur démarche et engagement pour le pays.
Dr Mohamedou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Je suis là à l'archevêché au nom du président de la transition pour magnifier la solidarité du gouvernement envers cette église catholique qui fait tout pour le Mali, qui a tout donné au Mali et qui travaille pour le développement, pas seulement de la foi chrétienne, mais pour le développement même du Mali. Dans la tourmente que traverse l'enseignement catholique, les évêques du Mali s'engagent et implorent le Christ ressuscité pour la réussite du processus de renouveau de l'école catholique lancé, le maintien de l'excellence pédagogique et l'autonomie progressive des établissements. Au même moment, les autorités régionales de Kayes au Mali et celles de Tambacounda au Sénégal clôturent également leurs rencontres. Au milieu des échanges, le programme de renforcement de la résilience des populations des zones frontalières maliennes et sénégalaises se quitte sur un engagement. Celui de faire de ce programme est livré de transformations positives des territoires respectifs. De Kayes, une correspondance de Brahima Dao. Les travaux de l'atelier régional de présentation et de planification du programme à renforcement de la résilience des zones frontalières réseau en Guinée, au Mali et au Sénégal ont pris fin dans la cité des Rails. À l'issue de 3 jours d'intenses discussions autour des 4 thèmes retenus pour la circonstance, des recommandations ont été formulées. Catherine Girard, chef composante réseau Mali. C'était très intéressant durant ces 3 jours de l'atelier. Ils ont proposé plusieurs recommandations pour le projet. C'est vraiment de travailler sur la coopération entre les 3 pays. C'est de favoriser la transfrontaliérité, les activités transfrontalières entre les pays. Guedji Diouf, gouverneur de la région de Tambacounda au Sénégal. Je suis convaincu que nous partirons de Kayes avec des plans d'action réalistes et adaptés, mais surtout avec un engagement ferme et une volonté commune de faire du programme renforcement de la résilience dans les zones frontalières un levier de transformation positive pour nos territoires. Je réitère ici l'engagement de la région de Tambacounda à tout mettre en œuvre pour la réussite du programme réseau en mobilisant les ressources humaines et institutionnelles nécessaires et en favorisant un dialogue constant entre tous les acteurs concernés. Le chef de l'exécutif régional n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la lecture du rapport. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kayes. Cet atelier a permis non seulement de faire l'état des lieux du plan opérationnel, mais aussi à identifier les activités à mener pour l'atteinte des objectifs du programme, ainsi que les acteurs et les outils nécessaires pour les mettre en œuvre. Ce processus participatif est fondamental pour garantir une appropriation collective du projet et en assurer la durabilité. En marge de cet atelier, le gouverneur de la région de Kayes et son homologue de Tambacounda ont visité le fort de Médine, le barrage de Guina et le stade Ablaye Makoro Sissoko rénové. Auparavant, ils avaient rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Kayes. Kayes, Brahima Dao, Lassana Keita pour l'ORTM. Hors du Mali, en Côte d'Ivoire, des milliers de sympathisants du PDCI-RDA ont marché hier dans le centre-ville de la commune de Cocody à Abidjan. Ils exigent la réintégration de leur leader Tidjane Thiam sur la liste électorale. Les PDCI réclament une fois de plus une nouvelle révision de la liste électorale avant l'élection et un dialogue politique. Une démarche que dénonce les partis au pouvoir. Pour le porte-parole du RHDP et Kobena Kwasi Arjumani, l'objectif de l'opposition n'est pas d'aller aux élections. Elle mise sur la non-tenue du scrutin présidentiel dans les délais constitutionnels pour réclamer une transition. Au Nigeria, nouvelle horreur dans le centre du pays. Une attaque coordonnée de 3 groupes a fait plusieurs morts dans la nuit de vendredi à samedi dans le village de Yelewata situé dans l'est de Benue. Le porte-parole du gouvernement de la ville confirme la mort de 45 personnes, mais les habitants évoquent un bilan bien lourd jusqu'à 100 morts. En République démocratique du Congo, des pluies diluviennes ont provoqué hier des inondations meurtrières à Kinshasa. Au moins 19 personnes sont mortes selon les autorités. Des dégâts sont également signalés dans la capitale voisine Brazzaville. Ces fortes pluies interviennent alors que la capitale est entrée depuis plus de 2 semaines dans une saison sèche. Un phénomène extraordinaire selon le Centre météorologique national. Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye appelle l'opposition au dialogue. Opposition qui dénonce les résultats des élections législatives et parle d'un hold-up électoral. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a remporté les 100 sièges de l'Assemblée nationale selon les résultats provisoires. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été exclu de la Légion d'honneur, une décision motivée par sa condamnation à 1 an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes selon
selon un arrêté publié ce dimanche. Il est également exclu de l'Ordre national du mérite. Cette décision était attendue depuis que la condamnation de Nicolas Sarkozy a été rendue définitive par le rejet d'un pouvoir par la Cour de cassation en décembre. L'Ukraine a annoncé aujourd'hui avoir reçu un nouveau lot de 1200 corps de la Russie. C'est dans le cadre d'un accord d'échange conclu à Istanbul en Turquie au début du mois de juin. L'information a été confirmée par le Centre ukrainien de coordination pour les prisonniers de guerre. Israël et l'Iran au bord d'une guerre totale. Les échanges de tirs se multiplient et même s'intensifient. Déjà, beaucoup de victimes sont enregistrées de part et d'autre. La Jordanie ferme son espace aérien et le Royaume-Uni envoie des avions de combat sur place. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Brahma Traoré. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit israélo-iranien? D'abord, depuis plusieurs années, l'Iran est à l'origine de nombreuses suspicions, tant de la part des Occidentaux que d'Israël. Ces derniers étant souvent considérés par de nombreux experts comme la seule puissance nucléaire potentielle au Moyen-Orient. Ces soupçons s'appuient sur des indications selon lesquelles le régime iranien aurait mené en secret des programmes d'enrichissement d'uranium et de développement de technologies nucléaires susceptibles de servir à la fabrication d'armes automatique, bien que l'Iran affirme que son programme nucléaire est exclusivement civil, destiné à la production d'électricité ou à des usages médicaux. La communauté internationale, notamment Israël, reste préoccupée par la possibilité que l'Iran cherche à acquérir la bombe nucléaire. Depuis vendredi, Israël a ciblé des centaines de sites militaires et nucléaires en Iran, tuant des responsables militaires et des scientifiques liés au programme nucléaire. Israël affirme que l'Iran se rapproche du point de non-retour vers la fabrication de la bombe atomique. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, de nouvelles frappes israéliennes ont été menées en réponse à des tirs de missiles iraniens sur le nord d'Israël. Ces événements marquent le troisième jour d'une escalade militaire sans précédent, accentuant la tension entre les deux pays. Face à ces développement, l'Iran a activé sa défense anti-aérienne dans 9 provinces dont Téhéran après que le premier ministre israélien a déclaré son intention de frapper tous les sites du régime pour empêcher l'Iran d'obtenir la bombe. Oui, Mohamed Sangaré, ce conflit entre Israël et l'Iran suscite pas mal de réactions à l'international. Tout à fait. Les réactions internationales face aux récents événements en Iran, notamment les frappes contre des installations stratégiques, ont été diverses et souvent marquées par la préoccupation et la tension. La communauté internationale a principalement appelé au calme et à la désescalade, exprimant l'importance de préserver la stabilité dans la région du Moyen-Orient. Certains pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont exprimé leur inquiétude face à la situation tout en appelant à la stabilité et à la paix dans la région. D'autres comme les États-Unis et leurs alliés ont renouvelé leurs préoccupations sur le programme nucléaire iranien, soulignant que ces attaques pourraient compliquer davantage les négociations diplomatiques en cours pour limiter le développement nucléaire de l'Iran. En revanche, certains acteurs régionaux ont exprimé leur soutien ou leur compréhension des actions militaires, les voyant comme une réponse nécessaire aux menaces perçues. Dans l'ensemble, ces incidents ont accentué le climat de tension et de défiance dans la région, alimentant les craintes d'une confrontation plus large. Brahma Traoré. Merci Mohamed Sangaré pour toutes ces précisions, un dossier que vous allez suivre pour Mali Actualité. Dans un instant, la suite de cette édition. Elles sont considérées comme une couche à part dans la société. Les personnes atteintes de l'albinisme souffrent du rejet à cause de la couleur de leur peau. Outre la société, leur insertion dans la vie professionnelle reste une lutte permanente depuis des années. À l'occasion de la 11e journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme, couplée à la journée pour les enfants albinos, Soumaou Aïdara nous raconte le cri de cœur de cette couche, une partie intégrante de notre société. Ils sont plus de 20 000 au Mali, des enfants,
femmes et hommes atteints d'albinisme, selon la présidente de l'Association malienne pour la protection des albinos. Ils sont pour la plupart exposés au soleil qui peut leur être fatal. Cette 11e édition met l'accent sur les dangers auxquels les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées au quotidien, notamment l'exposition constante aux rayons solaires. Le thème est « Revendiquer nos droits, protéger notre peau, préserver nos vies ». Maïga Aminata Traoré, présidente de l'Association malienne pour la protection des albinos. Le soleil, source de vie pourtant, peut être une menace mortelle pour nous. Personnes atteintes d'albinisme. La vulnérabilité de notre peau aux rayons UV est une cause majeure de cancer cutané. Nous lançons donc un appel retentissant à notre gouvernement. Inscrire la crème solaire SPF 50+ sur la liste nationale des médicaments essentiels. La reconnaître comme un impératif de santé publique. C'est la JCI Bamako Étoile, jeune chambre internationale qui a eu l'initiative de créer et d'instituer la journée des enfants albinos, désormais couplée à celle de la sensibilisation à l'albinisme. Un geste pour offrir à cette couche un moment de plaisir, de bien-être et de solidarité. Paul-Henri Fouta, vice-président exécutif de la JCI Bamako Étoile. Cette année est assez particulière car nous combinons deux projets. En 2018, le projet Albino Children Day Voyage Jour au sein de la Jeune Chambre internationale Bamako Étoile pour permettre à l'épanouissement de la petite enfance, en particulier les petits enfants atteints d'albinisme. On a recensé pas mal de difficultés, notamment, surtout on est dans un pays sahélien où le soleil bat très fort. Il serait important pour nous d'avoir ces pommades à disposition et à moindre frais. Des crèmes solaires et du savon ont été distribués aux enfants car la peau des personnes atteintes d'albinisme est extrêmement vulnérable aux rayons solaires, selon les dires. Un espace de loisirs a aussi été mis en place pour permettre aux enfants albinos de se divertir en toute sécurité. Se divertir en toute sécurité dans un environnement assaini. Pour y parvenir, la sensibilisation se poursuit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, officiellement lancée le 12 juin dernier à 100 par le Premier ministre. Dans la capitale régionale, une conférence vient de réunir les acteurs en charge de la protection de l'environnement, avec un focus sur la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées, un projet qui va aménager la mare sacrée de Sanké. D'autres précisions avec Idrissa Kone, notre correspondant dans la région. Il est grand temps de faire recours à nos pratiques endogènes dans la lutte contre la dégradation de notre environnement. La conférence de ce jour, initiée par le département en charge de l'environnement à travers le PRTD, projet de restauration des terres dégradées au Mali, cadre avec cette vision. Elle se tient sous le thème historique des grandes figures de la culture et d'acteurs de la pérennisation et de la gestion des ressources naturelles et culturelles. Professeur Fodé Moussa Sidibé, conférencier. J'ai été commis à mettre en place un panel à 100 ici de personnalités qui ont la main ou qui sont engagées dans la protection de l'environnement sans que leur voix soit entendue. Donc, il était normal que les chasseurs de sang, les planteurs, les éleveurs et les pêcheurs soient des conférenciers, des panélistes qui vont parler des problèmes environnementaux. Moussa Diarra, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette conférence est organisée dans le cadre du projet de restauration des terres dégradées du Mali. Il prévoit suffisamment d'activités ici à 100, dont une activité emblématique est bien l'aménagement de la mare sacrée de Sanké, qui va bientôt démarrer, et bien d'autres activités. Cette conférence se tient en marge de la quinzaine de l'environnement et de la 625e édition du Sankemo. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Ici à San, on a beaucoup de défis à relever dans ce domaine-là. De passage déjà, je salue le coordinateur du PRDT qui nous a promis le surcreusement de la mare. Nous avons promis aussi la plantation de beaucoup d'arbres. Mais ce ne serait pas une plantation simple, parce que ce serait une plantation suivie d'autres moyens de protection. La journée a été mise à profit pour remettre les prix des 3 lauréats du concours quartier propre initié par la mairie de la commune urbaine de San. San, Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM.
L'actu des sports, c'est la 26e et dernière journée du championnat national de football Ligue 1 qui s'achève ce dimanche. La Fédération malienne de cyclisme opte pour la continuité. Le président sortant de la fédération, Sidi Bagayogo, a été réélu hier pour un nouveau mandat de 4 ans à l'issue d'une assemblée générale élective tenue à Sibi. Au menu également de la page sport, la première Coupe du monde des clubs qui a débuté hier aux États-Unis. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tienou. La 26e et dernière journée du championnat national de Ligue 1 professionnel prendra fin ce dimanche avec 3 rencontres en simultané à partir de 16h30. Au stade de Moussa Diakité, UTA de Bougouni, l'US Bougouni Salotte de FCDR. Au stade Ouazin Koulibaly, la STL de Bamako jouera contre les Étoiles du Mandé déjà relégués en 2e division. Au stade de Mamadou Konaté, l'ASCO à la lutte pour le maintien affrontant le Stade de Bamako, 2 H sacrés champions. À l'issue de cette rencontre, le Stade de Bamako recevra son trophée de champion. Hier, en ouverture de cette journée, le Djoliba a clôturé sa saison sur une victoire 2-1 devant Afrique Football Elite AFI. Bonne opération également pour l'AS Bakaridian de Barouli qui a disposé de l'Union sportive de Bougouba 2-0. Binga FC et 11 Qatar Nyarela ont fait match de 0-0. Et bien, la confrontation entre militaires de l'AS Police et de l'ISFAS a tenu l'avantage des Isfaciens, vainqueurs 5-3. Football féminin, la 9e journée du championnat national de première division qui a débuté hier après-midi prend fin ce dimanche avec 3 rencontres. Il s'agit de AS Police Mandé, Centro FC Isfas et Amazon de la commune 5, AS Momo de Sikasso. L'AS de Bamako hier a corrigé la Tigres de Caille par 9-1. Théa AC de Sang a perdu à domicile 2-1 face aux Spelions de Amdalaï. Coupe du monde des clubs. La compétition se poursuit ce soir aux États-Unis. Le programme continuera aujourd'hui donc. Bayern Munich de l'Allemagne s'expliquera avec les Néo-Zélandais d'Auckland City à partir de 16h. À 19h, le PSG champion d'Europe en titre sera opposé à l'Atlético Madrid. À 22h, les Brésiliens de Palmeiras défieront les Portugais du FC Porto. A signaler que cette édition 2025 sera la première Coupe du monde des clubs à 32 équipes et l'Afrique est représentée par 4 clubs, à savoir le National El Ahly d'Égypte, l'Espérance sportive de Tunis, le Wydad de Casablanca et Mamelodi d'Afrique du Sud. La compétition a commencé hier. Cyclisme. La Fédération malienne de cyclisme a tenu ce samedi son assemblée générale élective à Sibi. À l'issue des travaux, les 19 délégués venus des différentes ligues régionales du pays ont renouvelé leur confiance au président sortant Sidi Bagayogo pour un nouveau mandat de 4 ans. Seule la ligue de Caille n'était pas présente. L'événement a resté la présence des autorités administratives et municipales de Sibi. Ce nouveau bureau composé de 25 membres aura la lourde tâche de rassembler le monde de la petite reine profondément divisé. Une discipline qui commence à prendre petit à petit son envol dans le paysage du sport malien et africain. Terminons par la Basketball African League. Les Libyens de la Ligue de Tripoli remportent l'édition 2025 de la balle. En finale jouée hier après-midi à Pretoria, en Afrique du Sud, les Libyens ont battu les Angolais de Pétrole Luanda 88-68. Samedi, les Rwandais de l'APR ont décroché la médaille de bronze en battant les Égyptiens d'El Ittihad 123-90. Focus Santé. Je vous amène au centre de santé de référence de la commune 6. La structure sanitaire nous ouvre les portes de la néonatologie, un service qui s'occupe des pathologies qui affectent les bébés dès leur naissance, au nombre desquelles la prématurité, les problèmes digestifs et respiratoires. Pour assurer la prise en charge des nouveaux-nés malades, le service dispose de 35 lits d'hospitalisation. Visite guidée sous la conduite de Koumba Sissé qui signe le Focus Santé. Si les nouveaux-nés ont un problème de santé, ils sont immédiatement conduits à la néonatologie pour une prise en charge. Au CCRF de la commune 6 du district de Bamako, plusieurs bébés sont hospitalisés pour diverses raisons de santé. Comme c'est le cas du bébé de Fatoumata Tambadou, hospitalisé depuis quelques jours, il avait des difficultés à téter. L'accouchement a été difficile. Le bébé n'a pas pu téter et je l'ai amené à la néonatologie. Ça fait 3 jours qu'on est là. Il boit un peu de lait et tète petit à petit. Je suis vraiment contente aujourd'hui. Il y a une amélioration. Touré Mariam Traoré, responsable de l'unité de néonatologie au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. Les bébés sont orientés dans notre service. Ce sont les bébés qui nécessitent généralement des soins intensifs et les bébés qui ont besoin d'une surveillance étroite par rapport à leur état de santé, tels que la prématurité, les cas d'anoxie périnatale, les cas d'infection néonatale, les cas de pathologie digestive, les cas de malformation
néonatales qu'on peut avoir, les pathologies chirurgicales également, les infections respiratoires aiguës, les cas de troubles fonctionnels intestinaux, les mères qui n'arrivent pas à téter normalement leur nouveau-né. Beaucoup de ces pathologies sont dues à la complication de l'accouchement, aux maladies et surtout aux infections chez les mamans. Touré Mariam Traoré. Et généralement, en première position, nous avons les cas de prématurité qui sont surtout dus à 80% à l'infection chez la mère. Il y a les causes directes et les causes indirectes, à des problèmes obstétricaux pendant la naissance, donc surtout à l'infection qui est incriminée. Nous avons également l'anoxie périnatale qui est surtout due à une souffrance fœtale pendant la naissance, mais il y a aussi des causes indirectes, les pathologies obstétricales chez la mère qui peuvent, le travail prolongé de la mère qui peut lui permettre d'avoir un nouveau-né qui vient dans un mauvais état général. Quand il y a l'influence, on va jusqu'à 150 bébés par mois. Ces bébés sont très fragiles et pour limiter les infections chez eux, certaines conditions d'hygiène sont à respecter. Touré Mariam Traoré. Et depuis à l'entrée, les chaussures sont déposées en bas. Tout ça pour que l'endroit reste propre à longueur de journée et limiter les infections nosocomiales chez les nouveau-nés. Dans chaque salle d'hospice, vous avez des coins d'eau pour les mamans qui doivent d'abord se laver les mains avant de toucher au nouveau-né et les berceaux, les couveuses qui sont de façon journalière nettoyées pour recevoir d'autres nouveau-nés. Le traitement de ces nouveau-nés dépend de la nature des pathologies qui les affectent. Par exemple, par rapport à la prématurité, les moins de 1500 à leur arrivée sont placés dans les couveuses. C'est surtout pour maintenir une température normale pour ces nouveau-nés. Nous avons également une aide respiratoire pour les bébés qui en ont besoin. C'est des bébés également chez qui on assure une alimentation parentérale par perfusion et associée souvent à une alimentation entérale par sonde nasogastrique. C'est des bébés aussi qui sont traités par antibiothérapie. Par rapport à certaines difficultés constatées, la première responsable de la néonatologie lance un cri de cœur. Touré Mariam Traoré. Le plus souvent, nous sommes confrontés à des problèmes de moyens parce que tous les parents ne sont pas préparés à l'arrivée d'un nouveau-né malade dans la famille. Et le plus souvent, honorer l'ordonnance est difficile pour eux. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à la population, surtout parce qu'on ne sait jamais, tout peut se passer au cours de l'accouchement. Donc de prioriser le traitement du nouveau-né par rapport à la festivité du baptême. Nous avons également d'autres difficultés comme quoi nous constatons de plus en plus des cas de décès, des bébés qui décèdent à la maison ou qui arrivent dans un état grabataire où dès leur arrivée ils décèdent. Donc c'est surtout sensibiliser les parents, l'entourage et les mamans à amener le nouveau-né dès qu'elles voient un seul signe d'appel, tel que la fièvre, tel que le refus de téter, tel que l'ictère, c'est-à-dire la coloration jaune de la peau, tel que la détresse respiratoire, tel que les vomissements qui ne s'arrêtent pas, tel que la diarrhée, de consulter rapidement l'unité de néonatologie qui est là pour ça, qui pourra au moins se réduire les cas de mortalité néonatale. Pour la prise en charge de ces nouveau-nés, la néonatologie du CCRF de la commune 6 du district de Bamako dispose de 35 lits d'hospitalisation répartis entre 3 salles, à savoir la salle des prématurés, celle des bébés à terme et la salle mère kangourou. Ainsi va l'actualité en ce dimanche 15 juin 2025. Cette tranche d'information vous a été servie par un trio. À la mise en onde, Bindou Traoré, à la mise en ligne, Mohamed Koulibaly et au micro, Bourama Traoré. Retrouvez juste Lassna Keita juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous, où que vous soyez.